Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Ousmane Diagne, porté à la tête du Conseil constitutionnel, Babacar Ba du Forum du justiciable applaudit. Il avait averti sur les dangers qui pesaient sur la présidence en intérim. Cette occupation illégale de leur terrain dénoncée par 300 familles à Diakhaï, le nouveau directeur de la SNHLM appelé en arbitre. Au moins 240 millions de francs CFA seront versés à Pape Thiaw en guise d'indemnité de rupture de contrat. Le prochain staff technique sera choisi après concertation avec l'État du Sénégal. Tout de suite, le développement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé par décret numéro 2026-1318 du 13 juillet 2026 Ousmane Diagne, président du Conseil constitutionnel, en remplacement de feu Mamadou Badio Camara, annonce de la présidence de la République dans un communiqué qui nous est parvenu ce lundi. Magistrat de profession, Ousmane Diagne a occupé les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Dakar, de premier avocat général près la Cour suprême, avant d'être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, apprécie positivement la nomination du nouveau boss du Conseil constitutionnel. Il a toujours alerté sur les dangers de la présidence par intérim. Babacar Ba, que voici. Par rapport à cette nomination de M. Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel du Sénégal, c'est une nomination que nous apprécions à sa juste valeur. C'est une nomination qui d'ailleurs vient à son heure. Parce que pendant plus d'1 an, nous avions toujours alerté à plusieurs reprises sur le fait que le Conseil constitutionnel du Sénégal fonctionnait avec une présidente par intérim. Et nous savons tous que l'intérim peut aujourd'hui fragiliser l'indépendance du magistrat. L'intérim peut compromettre en quelque sorte l'autorité du juge constitutionnel. Donc aujourd'hui, il est heureux d'entendre que le président de la République a nommé un nouveau président, en l'occurrence M. Ousmane Diagne, qui est un magistrat émérite, un magistrat rompu à la tâche. Je pense qu'avec cette nouvelle nomination, le Conseil constitutionnel sera renforcé. Renforcé parce que nous avons vu dans le passé, surtout par rapport aux dernières décisions que le Conseil constitutionnel a eu à rendre, le Conseil, en tout cas, s'est réuni, le Conseil a délibéré avec 5 membres. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec l'arrivée de M. Ousmane Diagne, cela pourrait renforcer davantage le Conseil constitutionnel, cela pourrait permettre au Conseil constitutionnel de mieux jouer son rôle de gardien de la Constitution. Donc c'est une nomination que nous apprécions à sa juste valeur. Et puis cette démission de 5 directeurs au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il s'agit de professeur Abdoul Aziz Diouf, directeur général de l'Enseignement supérieur, professeur Babou Diène, directeur de l'Enseignement supérieur public, professeur Mam Pendaba, directrice du financement des établissements d'enseignement supérieur, professeur Elhadj Omar Thiam, directeur des études et de la coopération, et puis le professeur Elhadj Samba Ndiaye, directeur des affaires académiques et juridiques. Réunis au sein de la convergence syndicale des travailleurs de la Sénélec, l'intersyndicale de l'entreprise a lancé un plan d'action progressif marqué ce matin par le port de brassard rouge et un point de presse à la cité Keur Gorgui. Les travailleurs dénoncent la remise en cause de leurs acquis sociaux, notamment la prime sur le résultat annuel bénéficiaire malgré les excellentes performances financières de la société ces dernières années. Suivant Serge-Louis Déquier-Cissé, il est le secrétaire général du syndicat des cadres de la Sénélec. Sénélec a enregistré ces dernières années des performances historiques reconnues. Il est toujours utile, à titre indicatif, de rappeler à l'opinion publique les performances suivantes de Sénélec. Un rendement qui est passé de 81,9% en 2024 à 83,1% en 2025. Une réduction de la compensation tarifaire de 21,6% en 2025
équivalent à 46 milliards de francs CFA. Un accroissement du bénéfice annuel qui passe de 34 milliards de francs CFA en 2024 à 36 milliards de francs CFA en 2025, soit une progression de 4%. Nous assistons à une tentative inacceptable de remise en cause de droits sociaux légalement et légitimement acquis. Ceux qui ont créé la richesse aux actionnaires de l'entreprise sont aujourd'hui malheureusement invités à supporter les conséquences de difficultés financières dont ils ne sont ni les acteurs ni les responsables. Nous disons non. La CSTS informe l'opinion du déroulement d'un plan d'action progressif, responsable et unitaire avec toute la détermination qu'impose. À Ziguinchor, la famille de Feu François Mancabou réclame toujours justice 4 ans après. C'est une sorte de statu quo qui prévaut dans le dossier qu'on pourrait qualifier d'affaire Feu François Mancabou. Sa famille, ses proches et ses avocats attendent toujours que toute la lumière soit faite sur sa mort. Reportage Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Proches et avocats de Feu François Mancabou attendent que toute la lumière soit faite sur sa mort. Sa tante maternelle souhaite que justice soit faite dans la disparition de son neveu. Il est mon fils parce que c'est le fils de ma grande sœur. Je suis d'ailleurs la seule tante qu'il leur reste maintenant. Mais ce qui m'a le plus fait mal, ce sont les circonstances dans lesquelles il est décédé. Et jusque-là, nous n'avons aucune information. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que justice soit faite. Lui, parce qu'il a des enfants. Celle-ci, c'est son enfant. Il avait 2 enfants, une fille et un garçon. La fille aînée de Feu François Mancabou souhaite notamment que l'image de son père soit corrigée à jamais. Ce qui m'importe le plus, c'est la justice. C'est la justice qui m'intéresse. Et il faudrait que son honneur soit lavé. Il faudrait que son honneur soit lavé pour l'avenir de ses enfants. Sur la question d'éventuelles indemnités promises dans cette affaire, la réponse de la tante de Feu François Mancabou. Son décès a suscité beaucoup de polémiques. Et jusqu'à présent, la polémique subsiste. Concernant les promesses qui ont été faites, nous n'avons rien vu pour le moment. Ils avaient promis de nous donner quelque chose. Mais jusque-là, nous n'avons rien vu. Pour rappel, François Mancabou est décédé le 13 juillet 2022. Sa mort était à l'origine de beaucoup d'indignation au Sénégal. Les fraudes et retards de déclaration à l'état civil continuent de porter préjudice aux populations, surtout celles qui sont dans les zones rurales. L'Agence nationale de l'état civil qui était à Ndiaganiao a même fait savoir que pour cette année, 98 élèves ont été ajournés pour difficulté de documents d'identité. Une vaste campagne entamée pour faire fonctionner à nouveau les centres de l'intérieur du pays. Compte rendu, Ndeye Matigan, Mamadou Gueye. À coup sûr, les difficultés d'état civil pourraient être réglées avec la mise en œuvre de ce plan d'urgence de remédiation demandé par le chef de l'État. Alors qu'à Ndiaganiao, les populations se plaignent surtout des fraudes des documents d'identité. Le plus grand problème, honnêtement, c'est la fraude documentaire. Ce sont les doublons, ce sont les retards aussi de déclaration et aussi, donc, je dirais même la légalisation du faux devenir vrai. Des élèves en classe d'examen rencontrent beaucoup de problèmes. C'est le cas cette année-ci. Donc, il y a 98 élèves qui ont été ajournés et reportés aux sections d'octobre parce qu'ils ont des difficultés d'état civil. Après 10 jours d'action dans la région de Thiès, l'ANEC a pu former plus de 300 agents d'état civil pour faire refonctionner les centres. Aujourd'hui, nous étions donc dans la phase finale qui constituait donc les 10 jours d'action qu'on a mené donc dans la région de Thiès, dont on a pu en fait refaire fonctionner donc 66 centres sur les 58 et de former 338 officiers agents d'état civil. La 4e adjointe au maire de Ndiaganiao s'en félicite tout en formulant une autre demande. On adresse à l'agence de nous faire d'autres états civils parce que nous avons 3 zones.
Les 3 zones sont un peu éloignées de l'état civil qui se trouve à Botte-Escale. Mor Sarr, conseiller spécial du président de la République, témoin de l'événement pour sa part, n'a pas manqué de préciser l'intérêt qu'accorde le chef de l'État à cette question de l'état civil. Selon lui, tout le nécessaire sera fait pour éviter les préjudices liés à cet élément fondamental de la vie de chaque être humain. Le saviez-vous, les jeunes fument très tôt au Sénégal. 15% d'entre eux commencent à l'âge de 7 ans. Un scandale pour le programme national de lutte contre le tabac qui compte sur les imams et oulémas du Sénégal pour la sensibilisation sur les dangers du tabac. Fatou Bintou Kanté, Hamadouba. Avant l'âge de 20 ans. Au Sénégal, les jeunes filles comme les garçons fument très tôt. Plus de 15% utilisent la cigarette à l'âge de 11 ans. Des chiffres qui font froid au dos. L'action précoce du tabagisme chez les enfants. Les gens commencent à fumer très tôt. On a vu que 58% fument avant l'âge de 20 ans au Sénégal. Et il y en a qui commencent à fumer à l'âge de 7 ans. Ça, c'est ce que les résultats ont montré, aussi bien chez l'enquête chez les adultes que chez les enfants. La cigarette électronique fait aussi des ravages dans ce pays. Ces nouvelles formes de cigarettes, les jeunes en usent et en abusent. Nouvelle forme de consommation de tabac au Sénégal, qu'on appelle les cigarettes électroniques, très prisées par les enfants et qui sont en train de créer des dommages et des ravages chez les enfants. Parce que non seulement c'est des produits qui entraînent la dépendance, non seulement c'est des produits avec plein de nicotine, mais c'est des produits avec d'autres produits que nous ignorons. On a trouvé des dérivés de cannabis dedans, ou yamba si vous voulez, et qui sont utilisés par les enfants. Donc ça, c'est l'usage de plus en plus fréquent. Venu sensibiliser les imams sur les méfaits de la cigarette, le ministère de la Santé met l'accent sur la loi et demande l'appui de ses guides religieux. Un projet de loi a été mis dans le circuit, adopté en comité technique il n'y a pas très longtemps, au niveau du secrétaire général du gouvernement, pour justement réglementer ces produits-là et protéger les populations. Parce qu'il faut une loi. Donc cette loi, elle est dans le circuit. Comme le ministère le veut et le désire, qu'une loi soit votée, déjà que c'est sur la table du secrétaire général du gouvernement, qu'on accompagne cette loi par les imams, par les oulémas, par l'église et tout le monde, pour que ce phénomène de cigarette soit arrêté et fumé est dangereux. Le tabac fait des ravages au Sénégal, surtout chez les jeunes, dont la mortalité causée par la cigarette commence à prendre de l'ampleur. Afin de permettre aux jeunes d'accéder au monde du travail très rapidement, le Sénégal, à travers le ministère de la formation professionnelle, a adopté une nouvelle forme d'acquisition de savoir appelée l'approche par les compétences. Une formation des formateurs des écoles privées de formation a été organisée pour permettre à ces enseignants d'être au cœur de cette nouvelle compétence pédagogique. Mamadou Gueye, le directeur général de la formation professionnelle, revient sur l'importance de cette approche pédagogique au micro de Fatou Bintou Kanté et Hamadouba. L'État du Sénégal a pris le ministère, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, a pris une circulaire de généraliser l'APC à partir d'octobre 2027. Donc on va basculer vers le modèle APC, approche par compétence. Donc on avait l'habitude d'avoir une pédagogie par objectif, mais aujourd'hui, nous savons que pour avoir une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, il nous faut changer de méthode, d'approche. C'est pourquoi aujourd'hui, au Sénégal, on tend vers l'approche par compétence qui va nous permettre de former des jeunes bien qualifiés qui vont sortir avec des compétences requises et des compétences qu'attendent le monde du travail. En visite de travail à Tambacounda, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a affiché son ambition de redonner au Sénégal oriental toute son attractivité touristique à travers une tournée dans les principales structures de son département, notamment le village artisanal, la chambre des métiers, le centre culturel régional et la SAPCO. Il a identifié les défis à relever et annoncé des mesures de modernisation des infrastructures et de renforcement des équipements. Suivons Alpha Thiam au micro de Mamadou Diouf. À visiter le village artisanal, à visiter la chambre de métiers. Nous avons eu à visiter le centre culturel régional et nous avons eu en dernier lieu à visiter la SAPCO. Partout nous avons écouté, partout nous avons observé. Nous retournons aujourd'hui de cette mission
c'est Tamba possède un réservoir immense sur le plan culturel, sur le plan artisanal et sur le plan touristique. Et nous sommes convaincus qu'il nous faudra faire de sorte que le réarmement de la culture, le réarmement de l'artisanat seront les deux leviers par lesquels nous allons travailler à redévelopper l'attractivité du tourisme. En conjuguant ces efforts-là, nous pouvons faire de sorte que les touristes puissent revenir au niveau du Sénégal oriental et au niveau du Sénégal de manière globale. Nous voulons moderniser les villages artisanaux. Ça, je pense que le projet, il est posé. Nous voulons faire de sorte que les chambres de métiers soient également renforcées. Nous voulons redynamiser les centres culturels. Je pense que nous avons échangé avec le préfet, nous avons échangé avec le maire. Et il est question aujourd'hui de voir comment nous pouvons délocaliser de manière puissante le village artisanal. Leur octroyer pas moins de 4 hectares, travailler à ce qu'ils puissent avoir en tout cas un centre d'incubation technique, industrielle et de services. Avec l'ensemble des services regroupés, avec une vraie offre. Avec la SAPCO, nous avons échangé aujourd'hui sur la promotion de la destination, de sorte que Tambacounda soit à nouveau Forte mobilisation des cheminots à la retraite. Ils ont arpenté les rues de la capitale du rail pour se faire entendre. Direction la gouvernance de Thiès pour le dépôt de leur mémorandum juste après. Ces cheminots retraités ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal exigent de l'État le versement de leur pension de retraite à l'IPRES. Alissou Diallo, le président du collectif des cheminots retraités, au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Le message, c'est tout simplement, c'est simple comme message. Nous sommes des anciens travailleurs. Nous avons travaillé et beaucoup travaillé. Et très bien travaillé aussi. Au finish, les reversements des pensions n'ont pas été respectés pour les cheminots. Il y a plusieurs revendications au niveau des cheminots. L'État n'a pas reversé les pensions. L'État a pris même les cotisations sociales, les daïras et les autres. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le non-respect de l'accord qu'on a signé avec le ministre Yankoba Diémé, ex-ministre des Transports, actuel ministre des Forces armées, on avait signé clairement, noir sur blanc, qu'à la fin du mois de juin, les fonds votés au niveau de l'Assemblée par la loi rectificative des finances sera versé de l'IPRES. Tel n'est pas le cas à la date du 13. Vous êtes dessus? Beaucoup dessus même, trop même dessus. C'est la raison pour laquelle nous avons pris sur nous l'engagement d'organiser cette marche aujourd'hui, de prendre ici devant le gouverneur l'engagement de continuer la lutte. La prochaine étape sera ici à la gare de Thiès. Mais tout dépend de leur humeur parce que c'est des anciens. C'est la raison pour laquelle j'interpelle solennellement le ministre des Finances pour que l'argent déjà voté au niveau de l'Assemblée soit reversé directement dans les plus brefs délais au niveau de l'IPRES pour que les gens entrent dans leur fonds. À Diakhaï, plus de 300 familles, toujours dans le désarroi, continuent de dénoncer l'occupation illégale de leurs terrains par des promoteurs privés. Selon elles, les parcelles réparties sur 21 titres fonciers sont illégalement occupées par des individus. Elles dénoncent la lenteur de la justice et demandent au nouveau directeur de la SNHLM de respecter ses engagements, notamment en leur attribuant des parcelles qu'elles ont légalement acquises auprès de cette structure. Amadou Sey, victime et membre du collectif Arsam de Kouaï, Kermassar Rufisque 1, au micro de Aminata Ba, Ousmane Baldé. 300 personnes qui ont acheté des terrains ici par SNHLM. Ils ont reçu leur terrain et il y a des gens qui sont venus maintenant s'octroyer de leur terrain maintenant. Une partie de ces terrains, maintenant, des gens sont venus maintenant clôturer ces terrains-là. C'est-à-dire que ces gens sont venus faire une fondation sur leur maison et d'autres gens sont venus maintenant dans l'anonymat faire une fondation au-dessus de leur terrain. Ce qui se passe maintenant, c'est que la situation a perduré. Ces gens-là, sous le tutelle de M. Ndiaydara, ils sont allés à la justice. La justice, on a constaté qu'il y a une lenteur administrative. Il y a plus de 300 terrains, dont les 21 sont des titres fonciers. Est-ce que vous voyez? C'est que la SNHLM, il faut qu'il prenne en main cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Tu vends un terrain à une personne, après tu dis maintenant je me déresponsabilise carrément de cela. C'est une situation que ces gens-là vivent et qui est très frustrant. Et je vous dis, je vous le répète, actuellement dans cela, il y a des gens qui sont des veuves. Hormis les veuves, il y a des gens qui actuellement, pour la cotisation, ils ont fait des prêts bancaires.
Et on ne peut pas concevoir. Tu fais un prêt bancaire, tu es en train de payer la banque et tu n'as pas encore obtenu même gain de cause sur ton terrain. C'est extrêmement difficile. Direction Mont-Roland, où plusieurs villages traversés par l'autoroute Dakar-Saint-Louis sont sortis pour se faire entendre. Ils dénoncent le fait que cette route traversant ces villages a entraîné des difficultés en matière de mobilité pour les populations riveraines. Ils ont tenu un sit-in pour exiger la construction de ponts et de tunnels de passage au niveau des villages concernés. Reportage Charanta Diop, Seylatia. Les villages de Sambay Karang, Haïdiagal, Paloch, de Mont-Roland sur l'autoroute reliant Dakar à Saint-Louis se sont mobilisés pour attirer l'attention des autorités étatiques sur une situation qui impacte le quotidien des populations très en colère. La construction de l'autoroute, bien qu'elle constitue un levier important de développement économique et modernisation des infrastructures, a malheureusement entraîné des difficultés majeures en matière de mobilité pour les populations riveraines. Les élèves, les agriculteurs, les personnes vivant avec un handicap ainsi que les éleveurs rencontrent d'énormes obstacles pour traverser l'autoroute en toute sécurité. Pour traverser l'autoroute et se rendre à Mont-Roland, les populations sont obligées de faire un détour jusqu'à Noutougoui-Diama sur une distance longue de 3 km. Cette situation engendre des risques d'accident, limite l'accès aux écoles, aux champs, aux services sociaux de base et entrave des activités économiques locales, notamment l'élevage et l'agriculture. Face à ces réalités, nous sollicitons la construction d'un tunnel de passage sécurisé au niveau des zones concernées. Les populations de Sambay Karang lancent ainsi un appel aux autorités compétentes pour la prise en compte urgente de cette demande qu'elles jugent légitime. Et puis cette manifestation des habitants de Tchamen impactés par l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack, ils veulent le bitumage de la route qui relie Tchamen à Tataguine et Enroyé en guise de dédommagement. Leur village manque aussi d'infrastructures sanitaires et sociales. L'entreprise avait promis des réalisations dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Aminata Goudiaby. Les travaux de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack sont visiblement presque terminés. L'ouvrage traverse le village de Tchamen dans la commune de Tataguine. Les habitants se disent impactés par les travaux. Ils ont perdu, selon eux, beaucoup d'hectares de leurs champs. L'entreprise en charge des travaux de l'autoroute est appelée à compenser ce préjudice. Les populations qui ont manifesté invoquent la responsabilité sociétale d'entreprise. La responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est un élément essentiel. Nous avons barré la route, c'est une première. Ce que nous demandons, c'est le bitumage de l'axe Tataguine, Tchamen, Ngoyen-Dafango. On mériterait au moins le bitumage de cet axe-là. Le bitumage de cette route réglerait de façon définitive les problèmes de mobilité auxquels les habitants de Tchamen et d'autres villages de Tataguine sont confrontés. Beaucoup de promesses ont été faites aux impactés de l'autoroute avant le démarrage des travaux. Les populations en colère soutiennent qu'aucun engagement n'est respecté. Elles veulent des infrastructures sanitaires et scolaires. Leur village en est dépourvu. Nous avons ici un CEM qui a été créé nouvellement. Et c'est un CEM qui est sans salle de classe. Toutes les entreprises, moi, que je connais, à chaque fois qu'ils travaillent dans un village, dans une localité, ils laissent quelque chose. Nous, on n'a rien vu. Nous demandons la construction de ce CEM. S'il pleuvait demain, le village risque d'être inondé. Sur le plan sanitaire, nous demandons la construction d'un poste de santé parce que c'est un gros village. Vous voyez toute la population. Ce dimanche, les habitants de Tchamen sont sortis en masse pour manifester leur déception. Ils ont barré l'autoroute pendant un bon moment. Le ton sera durci si leurs doléances ne sont pas prises en compte par l'entreprise, ont-ils laissé entendre. Après de longues années d'attente, le village centenaire de Mbaïkhawa dans la commune de Mboula, enfin raccordé au réseau électrique grâce à la compagnie sénégalo-marocaine de l'électricité. Un événement historique accueilli avec enthousiasme par les populations qui y voient le début d'une nouvelle dynamique de développement, d'amélioration des conditions de vie et d'opportunités économiques. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye, Sidi Cham. À Mbayawa, c'est la fin d'un long calvaire. L'électricité est enfin une réalité dans ce village centenaire niché dans la commune de Mboula. Pour les habitants, cette mise en service marque un tournant décisif. Ça fait longtemps, le village a longtemps souffert, vraiment. Il y a beaucoup de décennies où on a traîné, demandé de l'électricité, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, on se sent vraiment heureux parce que
nous avons vu que la Comacel vient d'électrifier le village de Mbaïwa, ce qui a soulagé toute la population de Mbaïwa. Donc nous sommes vraiment ravis de cette énergie qui vient vraiment de mettre fin à toutes nos douleurs, à toutes vraiment les revendications qu'on faisait à travers les... Au-delà de l'amélioration des conditions de vie, l'accès à l'électricité ouvre la voie au développement d'activités génératrices de revenus et à de nouvelles opportunités économiques. Recharger un téléphone portable seulement, ça posait beaucoup de problèmes. Ou bien même ça coûtait au propriétaire du téléphone de payer 200 voire 300 francs pour pouvoir charger ce téléphone. Vous savez que vraiment c'est une amélioration. Autre chose aussi, vous savez que le développement, ça commence par l'électricité. Pourquoi? Parce que si les ouvriers, si les travailleurs, d'une manière générale, peuvent effectuer leur travail durablement, sans aucune contrainte, vraiment, c'est une amélioration. Et on voit que actuellement, avec l'énergie, nous pouvons avoir des tailleurs qui vont travailler sous l'électricité, des réfrigérateurs pour conserver les aliments, mais aussi pour vendre de la glace ou même avoir quelque chose de fraîche. Parce qu'on a aussi longtemps souffert pour acheter une barre de glace à 300 voire 400 francs. Ça aussi, vraiment, c'est inadmissible. Maintenant, on voit que c'est fini. On a tourné cette page. Et alhamdoulilah. Hommes, femmes et enfants se sont massivement mobilisés pour célébrer cet événement historique. Une joie immense, reflet de l'espoir suscité par l'arrivée de l'électricité, symbole de progrès et de développement pour toute la communauté. Retour dans le sud du pays après 8 ans. 8 ans après donc l'incendie du marché Tilène, les commerçants pressés de rejoindre leurs cantines respectives. Ils ont exprimé cette volonté en marge d'une activité publique qu'ils ont organisée dans l'enceinte du marché qui a été reconstruite et livrée depuis plusieurs mois maintenant. Les propos de leur président sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Moyan. Nous nous réjouissons grandement de ce jour parce que nous avons connu la galère pendant tous les 8 ans que nous avons attendu ce jour. Et donc voilà que 8 ans après, on nous présente un bijou comme celui-ci. Tous les commerçants qui sont présents aujourd'hui s'en réjouissent grandement. Nous avons vraiment oublié notre galère. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que les autorités nous permettent de rejoindre nos cantines respectives, parce que nous avons longuement attendu ce jour. Vraiment, nous ne pouvons plus attendre davantage. L'attente a été trop longue. Pendant 8 ans, nous aurions préféré rejoindre nos cantines aujourd'hui, tout de suite et maintenant. C'est vraiment cela notre souhait. Concernant la sécurité, ce nouveau marché répond vraiment aux normes de sécurité requises, y compris la surveillance comme mesure de sécurité. En tout cas, tout a été pris en compte dans les plans du marché. Le collectif des acteurs de l'eau filtrée au Sénégal appelle ses membres à la responsabilité pour garantir la santé publique, préserver l'environnement et développer une production éco-responsable. Pour harmoniser le secteur de l'eau en sachet, le CAES entend lutter fermement contre les unités de production clandestines et promouvoir la gestion durable ainsi que le recyclage des déchets plastiques. Voici le président du CAES Saint-Louis, Maham Ba, avec Ousseynou Diop. Dès lors que nous avons noté qu'il y a des vidéos par-ci et par-là qui font de sorte que le secteur soit sali et que la population sénégalaise prenne leur distance par rapport à ces sachets d'eau, il a fallu qu'il y ait contre-vérité que nous mettons ces places pour que les Sénégalais et Sénégalaises sachent que ce n'est pas vrai. Cherchant à harmoniser le secteur, voilà comment de veiller sur l'hygiène. C'est parce que si aujourd'hui le secteur est sali par quelques-uns, c'est parce que dans le secteur même, il y a ce qu'on appelle ces clandestins. Bon, ces clandestins, ils sont animés par une mauvaise foi, parce que ce sont des gens qui s'introduisent dans le secteur sans pour autant disposer des documents valides, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous trouvons un réseau de faussaires, nous trouvons des voyous, un système de mafia, d'où le document faux, usage de faux, est vendu. Après plusieurs années de lutte, le syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal obtient la signature d'une nouvelle convention collective des auxiliaires des transports avec leur patronat. Selon Ousseynou Badji, la nouvelle convention comporte beaucoup d'avantages pour les travailleurs. Nous l'écoutons. Mais l'une des plus remarquables, on va dire,
c'est la mise à jour de tous les secteurs de tous les métiers dans le secteur. Donc, parce que de 1957 à maintenant, c'est bientôt 100 ans. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont actuellement exercés et qui n'existaient pas avant. Et donc avec cette nouvelle convention-là, nous avons pris le soin de tous donc les mettre à jour. Maintenant, l'autre fait marquant également, c'est relatif un peu à la prime donc, de prudence. Donc comme peut-être certains savent, nous sommes dans un secteur assez risqué. Donc nous sommes au niveau du port de Dakar, au niveau donc de l'aéroport. Donc c'est des milieux de travail assez accidentogènes. Et donc voilà, cette prime, parce qu'à l'origine c'était une prime de prudence qui s'est mutée en une prime de risque qui s'est mutée en prime donc de prudence. Nous nous attendons un peu à ce qu'il y ait donc une certaine réticence dans la mise en œuvre. Mais je pense que ça, c'est notre rôle donc, de syndicat, donc véritablement de mettre la pression et donc de dérouler un plan d'action qui va, on l'espère bien, à terme et dans les plus brefs délais, donc permettre la disposition, plutôt l'application complète donc, de toutes les dispositions consignées donc, dans ces comptes. La Fédération sénégalaise de football va s'accorder avec les autorités pour choisir le futur staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, annonce le président de l'instance Abdoulaye Fall. Ce dernier attend les modalités de paiement des indemnités de rupture de contrat de l'ancien sélectionneur Pape Thiaw qui s'élève à 240 millions de francs CFA minimum. Abdoulaye Fall revient aussi sur les dépenses de la Fédération sénégalaise de football depuis sa prise de fonction. Suivons-le. Des frais d'arbitrage et ensuite les subventions au football local et compte non tenu même du fonctionnement de la fédération. Voilà, et l'État n'intervient que dans l'équipage et pas intégralement. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'effet de corrélation qu'il y a entre les primes de l'entraîneur et les primes des joueurs. Les joueurs, l'entraîneur a toujours le double de ce que perçoivent les joueurs. Mais si vous valorisez les primes de l'entraîneur, vous serez obligé de valoriser aussi les primes des joueurs. Donc, vous voyez ce que ça va donner comme impact sur le plan financier. Ça risque d'être très compliqué. Et donc, c'est ce qui fait que cette prétention n'était pas soutenable pour la Fédération sénégalaise de football. Et je pense que ça, c'était le principal point d'achoppement de nos discussions. Sur les clauses de rupture, là aussi, nous nous sommes entendus. Je pense qu'il y a 8 mois de salaire qui est prévu. Et peut-être il y a d'autres dispositions. Mais tout ça, c'est des questions qui seront réglées soit à l'amiable ou bien entre nos conseils juridiques. Toutes les options restent possibles. Voilà, ça aussi, on va aussi recueillir les orientations de la tutelle et des plus hautes autorités. Et aussi, on va en discuter en COMEX ou bien en comité d'urgence pour arrêter des choix. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mais restez avec nous dans Soir d'Info. Nous recevons Baye Jacques Diop. Il est journaliste spécialisé en sport.